sors d'ici. Ce n'est plus ta maison. » La voix de mon père a résonné dans le salon comme un coup de feu. Je suis resté là, mon sac à moitié fermé, mes yeux tremblants, mes mains figées. J'étais pieds nus sur le parquet où je jouais quand j'étais enfant. Et maintenant, on me jetait dehors comme une étrangère. Ma mère n'a pas dit un mot. Elle a détourné le regard, ses mains, agrippant nerveusement le bord de son châle en soie, comme si elle voulait disparaître dedans. Et puis, sans hésiter une seconde, ma sœur Laure s'est appuyée contre le mur du couloir, avec ce même sourire narquois qu'elle arborait depuis l'enfance. « Enfin !» a-t-elle dit en faisant tournoyer son téléphone dans sa main. « Je pensais que tu ne partirais jamais. » J'aurais dû répliquer. J'aurais dû crier. J'aurais dû leur rappeler que j'avais payé la taxe foncière l'année dernière, quand papa ne le pouvait pas, que j'avais acheté ses médicaments à maman quand elle était trop gênée pour demander à qui que ce soit d'autre, que j'avais aidé Laure à rembourser sa dette de carte de crédit l'été dernier, quand son petit ami l'avait abandonnée sans un mot. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai simplement ramassé mon sac, ravalé mes larmes, et me suis dirigé vers la porte d'entrée, comme une étrangère, s'excusant d'un endroit où elle n'avait jamais été la bienvenue. Puis la porte s'est ouverte brusquement, violemment, avec force. Et il se tenait là, mon mari. Aucune émotion sur son visage, aucune salutation, aucun sourire. Il portait un manteau noir élégant, la mâchoire serrée, un feu silencieux derrière ses yeux. À ses côtés se tenait notre notaire. Je me suis figé. Tout le monde s'est figé. La bouche de mon père s'est entr'ouverte comme s'il allait dire quelque chose, mais il ne l'a pas fait. Ma sœur s'est redressée, son téléphone glissant dans sa main. Ma mère avait l'air de venir de voir un fantôme surgir de sa propre culpabilité. Mais je savais que ce moment allait arriver. Parce que je n'étais pas seulement entré dans cette maison aujourd'hui avec un sac de sport, j'étais entré avec la vérité. Et ce qu'ils ne savaient même pas, c'est que cette maison n'était plus la leur. Plus depuis la semaine dernière. Laissez-moi revenir un peu en arrière, mais pas trop loin. Je vais faire court. Je m'appelle Chloé Durand. J'ai 28 ans et je suis mariée à un homme que la plupart des gens n'essaient même pas de comprendre, Étienne Moreau. Il a un esprit acéré, une exécution implacable. C'est un investisseur immobilier qui s'est fait tout seul et qui ne s'est jamais soucié d'être apprécié. Nous nous sommes rencontrés il y a 4 ans, alors que je faisais des missions de home staging en freelance. Je suis entré dans une demeure en pensant que je la préparais pour une famille, et j'ai fini par travailler pour le type qui possédait toutes les maisons de cette rue. Étienne et moi n'avons pas eu un début de conte de fées, mais ce que nous avions était réel. Il a vu en moi des choses que personne d'autre ne voyait. Je n'avais pas un nom de famille puissant, ni un diplôme d'une grande école, mais j'avais du cran, de la détermination et de la stratégie, et il aimait ça chez moi. Mes parents, en revanche, le détestaient. Ils disaient qu'il était froid, manipulateur et autoritaire, que j'avais eu de la chance et que j'avais réussi un beau mariage. Mais la vérité, c'est qu'ils le détestaient parce qu'ils ne pouvaient pas se servir de lui. Ils ne pouvaient pas le culpabiliser, ne pouvaient pas lui emprunter d'argent et ne pouvaient plus me contrôler par leur chantage affectif habituel. Alors ils m'ont progressivement mis à l'écart. Au fil des ans, les visites sont devenues moins nombreuses. Les appels téléphoniques se sont transformés en textos de 3 mots. J'apportais des cadeaux d'anniversaire à ma sœur et elle disait « Je n'avais besoin de rien, mais peu importe ». Mon père me regardait comme si j'étais une tache qu'il ne pouvait pas effacer de son portrait de famille parfaite. Mais le véritable séisme a eu lieu il y a 2 mois. Mon père m'a appelé la voix tremblante en prétendant que tout allait bien. « Salut Chloé. Écoute, la maison, nous avons en quelque sorte quelques retards sur les paiements et le prêt immobilier. C'est devenu un peu compliqué. C'est juste temporaire, tu sais ce que c'est.
cette complication temporaire. Il n'avait pas payé les mensualités du prêt depuis 6 mois. Pas un seul versement. Et la banque avait déjà programmé la saisie. Mon père a supplié. Il a dit qu'il était à 2 doigts de signer un nouveau contrat, qu'il me rembourserait, que je devais faire ça pour la famille. Ma mère a appelé le lendemain, faisant comme si de rien n'était, me racontant à quel point Laure avait été un roc ces derniers temps, organisant une fête d'anniversaire. Ma sœur a publié une story avec une bouteille de champagne et la légende « faite par moi-même ». Contrairement à d'autres, je n'ai rien dit à personne. Au lieu de cela, j'ai appelé Étienne. En 2 jours, les papiers étaient signés. Nous avons acheté la maison en toute légalité. L'acte de propriété a été transféré à la société de mon mari et ils n'en ont jamais rien su. Jusqu'à aujourd'hui. Étienne est entré le premier. Sa voix était glaciale, calme et tranchante. « Bonjour, monsieur Durand, madame Durand, Laure. » Il les a regardés un par un. « Je crois que vous vivez dans notre propriété sans autorisation formelle. » Le visage de mon père est passé du rouge au blanc, puis à une couleur indéfinissable. Il s'est avancé. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Étienne? De quoi tu parles ?» Étienne s'est tourné vers le notaire qui a calmement sorti un dossier impeccable et l'a tendu à mon père. « Ce sont les documents de transfert de propriété, » a dit le notaire. La maison a été saisie. Mon client l'a achetée aux enchères le 3. Tout est enregistré, authentifié et publié. Ma mère a eu un hoquet de surprise. Laure le fixait les lèvres entr'ouvertes comme une marionnette muette. « Cette maison m'appartient » a grogné mon père. « C'est ma maison. » Étienne s'est tourné vers moi, et puis il a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a tendu la main. Je l'ai prise, et il m'a fait rentrer à l'intérieur, dans la maison d'où il venait de me chasser. Il s'est retourné et a dit « En réalité, cette maison appartient à ma femme. » Je les ai tous regardés. La mâchoire de mon père s'est crispée, ses poings se sont serrés. Ma mère a essayé de dire quelque chose, mais s'est seulement étouffée. Laure s'est avancée en hurlant. « Tu avais prévu tout ça? Tu nous as laissé vivre ici comme une sorte d'expérience. » J'ai enfin parlé. « Non, j'ai simplement observé. J'ai observé comment vous me traitiez. J'ai observé avec quelle facilité vous m'avez jeté. » Puis j'ai regardé mon père. « Tu as dit que ce n'était plus ma maison. » Je me suis avancé. « Tu as raison. Ce n'est pas le cas. C'est la mienne maintenant. » Silence. Un silence étouffant. Et puis Étienne s'est penché vers moi, me chuchotant à l'oreille. « Tu es prête. » J'ai hoché la tête. « Alors commençons, parce que je ne reprenais pas seulement une maison. Je reprenais chaque partie de moi qu'ils avaient essayé d'effacer. » Les mots d'Étienne résonnaient encore dans le salon comme une explosion silencieuse. Le silence qui a suivi était plus assourdissant que n'importe quelle dispute. Mon père a de nouveau baissé les yeux sur les documents de propriété, comme si plisser les yeux plus fort pouvait les faire disparaître. Ma mère, toujours figée près de l'entrée, s'agrippait au bord de la table, comme si ses jambes allaient la lâcher. Et Laure, elle a ricané, a rejeté ses cheveux par-dessus son épaule et a dit « C'est insensé. Ça ne peut pas être légal. » Le notaire s'est raclé la gorge calmement. « Ce n'est pas seulement légal, madame, c'est définitif. Cette maison a été vendue aux enchères publiques. Toutes les revendications de propriété antérieures sont nulles. » Mon père a soudainement explosé. « J'ai travaillé pour cette maison. Tu crois que tu peux débarquer ici et me mettre à la porte après tout ce que j'ai construit? » « Tu n'as rien construit, » ai-je dit doucement. « Tu as seulement hérité de choses que tu as laissées pourrir. » Il a tressailli, mais j'ai continué. « Tu as laissé le toit fuir pendant 2 ans. Tu as manqué 6 mois de paiement. Tu as menti à tout le monde sur ton argent, tes affaires.
Même sur moi, il a grincé des dents. Ne fais pas ta sainte nitouche maintenant, Chloé. Tu n'es toujours qu'une gamine pourrie gâtée qui a réussi à se marier à un homme de pouvoir. J'ai souri. Pas le genre de sourire heureux, celui qui naît de la douleur transformée en acier. Peut-être. Mais au moins je n'ai pas fait semblant d'aimer mon propre enfant, pour ensuite la recracher quand elle a commencé à penser par elle-même. Laure s'est alors approchée de moi, la voix pleine de venin. « Laisse-moi deviner maintenant, tu vas nous faire supplier pour rester, c'est ça? Tu vas jouer la victime, puis nous jeter dehors avec un grand discours dramatique. Tu adores ce genre de moment. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. En fait, j'avais prévu de vous laisser rester tranquillement, respectueusement. Mais la façon dont tu as ri quand papa m'a mise à la porte, j'ai fait une pause. Ça a tout changé. Son visage s'est tordu d'incrédulité. Tu vas sérieusement expulser ta propre famille. Étienne s'est avancé, parlant calmement. Légalement, nous n'expulsons personne. Nous vous notifions de libérer les lieux pour cause d'occupation sans autorisation. Vous avez 7 jours pour partir. 7 jours, a chuchoté ma mère serrant ses perles, comme si elle était dans un feuilleton télévisé. Où sommes-nous censés aller? Je me suis tourné vers elle, et pendant une seconde, j'ai hésité. C'était ma mère, celle qui me tressait les cheveux avant l'école, qui me serrait dans ses bras quand j'avais le cœur brisé. Mais je me suis souvenu de l'expression de son visage, plutôt ce vide froid et impassible, alors que je pleurais près de la porte. Alors j'ai dit « Tu pourrais demander à Laure. » Elle a dit qu'elle avait enfin la paix. La mâchoire de Laure est tombée. Tu ne peux pas être sérieuse. » On ne peut plus sérieuse, ai-je répondu le menton haut. Vous avez clairement fait savoir que vous ne vouliez pas de moi dans les parages, alors maintenant je vous donne ce que vous avez demandé. Simplement, avec des papiers. Mon père a soudainement refermé le dossier d'un coup sec et a pointé Étienne du doigt. Tout ça c'est de ta faute. Tu l'as monté contre nous. Tu l'as empoisonné. Étienne n'a pas bronché. Je ne l'ai pas empoisonné. Je lui ai juste rappelé qu'elle n'avait pas besoin de continuer à boire au même puits qui la rendait malade. Mon père s'était lancé, et pendant un instant, j'ai vraiment cru qu'il allait le frapper. Mais Étienne a fait un pas devant moi et l'a défié du regard. « Je ne ferai pas ça », a-t-il dit froidement. « M'agresser sur ma propriété serait fâcheux. » Mon père s'est arrêté. Sa respiration était lourde, sa fierté blessée, son pouvoir envolé. C'est à ce moment-là que le poids de la situation les a finalement frappés. Ils n'étaient plus aux commandes. Ils ne pouvaient plus crier plus fort ou culpabiliser plus durement pour obtenir ce qu'ils voulaient, parce que la maison dans laquelle ils se trouvaient, celle depuis laquelle ils s'étaient moqués de moi, ne leur appartenait plus. Elle m'appartenait. Et ils le savaient. Personne n'a dit un mot pendant un long moment. Le silence était tranchant, inconfortable, le genre de silence qui suit une guerre, pas une dispute. Puis ma mère a finalement craqué. Elle s'est assise lentement sur le bord du canapé et a parlé sans me regarder. « Chloé, ma chérie, nous étions juste sous le coup de l'émotion. C'est la colère de ton père qui parlait. Il ne le pensait pas quand il a dit « Ce n'est pas ta maison ». J'ai cligné des yeux. Tu l'as regardé me mettre à la porte. Tu n'as pas dit un mot. Elle a relevé la tête, les lèvres tremblantes. J'étais choqué. Je ne savais pas quoi faire. Tu as détourné le regard, ai-je répondu froidement. C'était ton choix. Laure a soufflé dans son coin. Oh mon Dieu, elle va sérieusement exploiter ça à l'infini. Étienne s'est tourné vers elle avec un regard calme et amusé. Êtes-vous vraiment en position d'être sarcastique en ce moment? Laure a levé les yeux au ciel, mais est restée silencieuse pour une fois. Puis mon père s'est approché du mur et a commencé à fixer une vieille photo de famille, comme si elle détenait un secret qui pourrait arranger les choses.
Son ton était plus bas, maintenant plus lent. Tu veux nous ruiner, Chloé? C'est ça ton but. Tu te venges de nous comme ça. Tu penses que ça te rend meilleur. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste étudié son expression. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était de la honte déguisée en colère. Alors je me suis approché de lui et j'ai dit « Non, ça ne me rend pas meilleur. Ça me rend libre. » Il s'est tourné brusquement. « On t'a tout donné. » « Non. Vous m'avez donné des règles, de la culpabilité, de la pression et des attentes que je n'ai jamais demandées. Vous m'avez fait mériter votre amour. Et quand j'ai arrêté d'essayer, vous m'avez rejeté. » Il a ricané. « Et alors maintenant quoi? Tu nous mets à la porte et tu prétends que ça te rend puissante. Je ne prétends rien du tout. Je revendique ce que vous avez essayé d'enterrer. Vous m'avez traité de faible. Regarde maintenant qui supplie pour rester. » Ça l'a touché. J'ai vu le tressaillement dans ses yeux avant qu'il ne détourne le regard. Laure est intervenue désespérée. « Tu ne peux pas mettre maman à la porte. Elle n'a rien fait. » J'ai regardé ma mère droit dans les yeux. Exactement. Elle n'a rien fait. Ma mère a eu un hoquet. J'essayais de préserver la paix. Non, non, ai-je dit doucement mais fermement. Tu essayais de préserver ton confort. La paix ne vient pas du silence. Elle vient de la vérité. Et tu les as laissés m'humilier parce que prendre la parole t'aurait coûté ta place à la table. Je pouvais voir ses yeux se remplir de larmes, mais je ne me suis pas arrêté. Maintenant, la table est à moi, et tu n'as pas le droit de t'y asseoir, à moins de faire table rase du passé. Étienne s'est penché et a murmuré « Ça va ». J'ai hoché la tête. Plus que bien. Le notaire s'est avancé. Il vous reste 6 jours. Le 7e jour, un huissier changera les serrures et les services publics seront redirigés. Nous vous recommandons d'utiliser ce temps pour déménager. Mon père a marmonné quelque chose dans sa barbe et est parti en trombe dans sa chambre. Ma mère s'est contentée de fixer le sol. Laure tremblait silencieuse pour une fois. Étienne m'a regardé. « Tu es sûr de toi ?» J'ai pris une profonde inspiration. J'en étais sûr au moment où je me tenais près de cette porte avec mon sac et qu'ils m'ont tous laissé pleurer. Puis je me suis retourné et je suis monté à l'étage dans la chambre qu'ils avaient transformée en débarras des années auparavant parce qu'elle était enfin redevenue la mienne. Et la fille qu'ils avaient autrefois rejetée venait de reprendre le pouvoir. Cette nuit-là, l'air dans la maison était étrange et lourd. On pouvait sentir la tension dans les murs. Chaque porte grinçait plus fort qu'elle n'aurait dû. Chaque pas résonnait comme la culpabilité marchant dans le couloir. Je suis resté dans mon ancienne chambre. Elle n'avait plus le même aspect. Mes affiches avaient disparu. La bibliothèque était couverte de poussière. Le placard était vide, comme si je n'avais jamais existé ici. Mais je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, je me tenais près de la fenêtre, regardant les lumières des maisons voisines, me demandant combien de familles étaient comme la mienne, brisées, mais prétendant être parfaites, souriant devant les autres, tout en se déchirant à huis clos. Étienne est entré doucement et s'est assis sur le bord du lit. « Tu gères ça mieux que je ne le pensais. » J'ai souri faiblement. « Tu veux dire que je n'ai pas encore crié ou cassé un verre ?» Il a haussé les épaules. « Je dirais que tu y as droit. » Je me suis assise à côté de lui. « Je crois que le pire, c'est que je ne suis même plus en colère. Je me sens juste vide. » Il a hoché la tête. « C'est ce que la vérité fait parfois. Elle nettoie tout ce qui est faux, même si elle te laisse avec le silence. » Nous sommes restés là un moment sans un mot, juste à respirer, jusqu'à ce que, bang, quelque chose claque en bas. Étienne s'est levé d'un bond. Je l'ai suivi de près, le cœur battant. Nous sommes entrés dans la cuisine. Mon père se tenait là à moitié ivre, semblait-il.
Une bouteille en verre était brisée près de l'évier. « J'ai construit cette maison », a-t-il hurlé en pointant du doigt dans tous les sens. « J'ai payé chaque carreau, chaque brique, chaque foutu coin. Tu penses qu'un bout de papier fait de toi son propriétaire. Elle est à moi. Je n'ai pas bronché. Je l'ai juste regardée fixement. »« Non, » ai-je dit calmement. « Elle était à toi, jusqu'à ce que tu la perdes au jeu, jusqu'à ce que tu laisses ta fierté devenir plus importante que ta famille. »« Espèce d'ingrate !» a-t-il commencé en s'avançant. Mais Étienne s'est interposé devant moi comme une ombre. Mon père s'est figé. « Fais un pas de plus vers elle, » a dit Étienne la voix basse, « et je m'assurerai que tes 6 jours se transforment en 6 minutes. » Mon père l'a foudroyé du regard respirant fort. « Tu crois que tu peux me faire peur ?»« Non, » a répondu Étienne. « Je pense que la vérité s'en est déjà chargée. Ça l'a arrêté. » Il a reculé lentement, nous fusillant tous les deux du regard. Puis il a marmonné. « Très bien, garde la maison. Mais ne reviens pas pleurer quand il te quittera, toi aussi. Je n'ai même pas scié. »« C'est drôle, » ai-je dit. « C'est toi qui pars cette fois et personne ne te retient. » Il est sorti en trombe. La porte a claqué si fort que les fenêtres ont tremblé. Je me suis tourné vers Étienne en expirant. « Ça va ?» a-t-il demandé à nouveau. J'ai hoché la tête. Ça allait. J'allais enfin plus que bien. Je ne reprenais pas seulement des murs et des planchers. Je reprenais chaque partie de moi qu'ils avaient essayé de briser. Le lendemain matin, j'ai fait du café dans cette cuisine. Ma cuisine. Et quand Laure est passée avec ses bagages et a refusé de me regarder dans les yeux, j'ai souri. Le 2e jour venait de commencer. Au 5e jour, la maison semblait plus calme. Pas de cris, pas de portes qui claquent, pas de pas remplis de jugement. Juste le calme. Ma mère avait emballé la plupart de ses affaires. Elle ne m'avait toujours pas regardé dans les yeux depuis cette nuit-là. Laure parlait à peine. Et mon père? Il n'était pas revenu après son explosion dans la cuisine. C'était étrange de les voir déménager comme des invités qu'on raccompagne poliment à la sortie. Encore plus étrange de me voir ne pas craquer, ne pas flancher, ne pas m'effondrer. Parce que je ne faisais plus cela par vengeance. Je le faisais pour guérir. Le 6e jour, alors que les déménageurs chargeaient les dernières boîtes dans le camion, ma mère s'est finalement tenue devant moi, sur le seuil de la porte d'entrée. Elle avait l'air plus âgée que dans mes souvenirs, pas sur son visage, mais dans ses yeux. « Tu es vraiment allé jusqu'au bout », a-t-elle murmuré. « Oui. » Elle a hoché la tête, lentement, presque tristement. « Tu as toujours été plus forte qu'on ne le pensait. » Je suis restée silencieuse. Puis elle a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. « Ton père, il a toujours eu peur de ta force. C'est pour ça qu'il a essayé de l'étouffer. » J'ai haussé un sourcil. « Et toi ?» Elle a baissé les yeux. J'avais peur d'être laissé pour compte. Alors je l'ai suivi. Ça m'a fait plus mal que prévu. « Tu m'as déjà laissé pour compte, maman, » ai-je dit doucement. Au moment où tu as détourné le regard pendant que je pleurais, elle a fermé les yeux comme si elle avait été giflée, mais je ne l'ai pas dit pour la blesser. C'était juste la vérité. Elle a hoché la tête, puis elle est passée devant moi, a descendu les marches du perron et s'est dirigée vers la voiture. Elle ne s'est pas retournée. Laure n'a rien dit du tout. Elle est passée à côté de moi sans un mot, ses lunettes de soleil cachant la honte ou la colère qui se terrait en dessous. Au coucher du soleil, la maison était enfin mienne, calme, vide et paisible. Étienne est entré avec 2 tasses de café. Il m'en a tendu une et a dit « Tu l'as fait. » J'ai regardé le salon. « Non, » ai-je dit. « Nous l'avons fait. Nous nous sommes assis ensemble. Pas de mots, pas de projet, juste l'immobilité jusqu'à ce que le notaire appelle. Il confirmait que le transfert de titre
était officiellement publié au service de la publicité foncière. La maison était maintenant à mon nom, pas à celui d'Étienne, au mien. Il m'avait surprise avec ça. Il a dit qu'elle avait toujours été destinée à être la mienne. Il a dit que ça n'avait jamais été une question de pouvoir, mais de me redonner ma voix. J'ai failli pleurer. Au lieu de cela, j'ai murmuré « merci » et j'ai tenu sa main. Des semaines ont passé. Les murs ont été repeints. L'énergie a changé. J'ai donné tous les meubles que mon père avait insisté pour dire qu'ils étaient trop chers pour que j'y touche. J'ai transformé l'ancienne chambre de l'or en atelier. J'ai ouvert les stores qu'il gardait toujours fermés. J'ai fait respirer la maison à nouveau. Et un matin, j'ai reçu une lettre de mon père. 3 phrases. « Tu avais raison, j'avais tort. J'espère que tu ne me haïras pas pour toujours. » Je n'ai pas répondu. Pas encore. Parce que le pardon n'est pas une porte que l'on ouvre en grand, juste parce que quelqu'un frappe une fois. Il se mérite. Comme la confiance. Comme la guérison. Mais j'y arrive. À chaque pas que je fais sur ce sol, je me souviens de la fille qui se tenait autrefois, ici, avec ses sacs, le cœur brisé, des larmes sur les joues. Et maintenant elle marche comme si cet endroit lui appartenait. Parce que c'est le cas, la maison, sa voix, sa paix, son pouvoir, tout lui appartient. Et personne, pas même la famille, n'a le droit de lui enlever ça.